On va donc passer à la conférence suivante. Et là, j'invite professeur Béchir Louzir qui va continuer à nous parler de la BPCO avec comme thème COPD Treatable Threats. À vous la parole, professeur Louzir. Merci, Monsieur le Président. Merci pour l'invitation. Merci pour cette excellente organisation et félicitations aux organisateurs. L'Assad Majid, vraiment pour la qualité de l'accueil et l'organisation, la qualité scientifique aussi du programme. Alors, je vais parler après c'est Ali. J'ai assisté à la discussion, je n'ai pas intervenu parce qu'il va y avoir, au fur et à mesure de mon intervention, et peut-être certaines réponses à des questions qui ont été déjà soulevées et de le concept de BPCO, les traits traitables. Alors, avant, on va essayer de voir et d'évoluer à travers le temps. On avait deux types de profils de patients BPCO. On avait les emphysémateux, les pink-pouffer, et on avait la bronchite chronique, le blue-bluter. Et cette dichotomie, certes, elle est utile, mais elle est finalement simpliste, sans réelles implications thérapeutiques. Et puis à travers le temps, au cours des années 2006, on a eu les guidelines et comment on traite la BPCO. On pouvait même ne pas voir le patient, on se contentait au débit, au VMS et à l'obstruction, et on essayait de traiter les patients en fonction de leur degré d'obstruction, et on ne tenait compte d'aucun autre paramètre dans la prise en charge de ces patients. Donc, est-ce que, c'est une taille unique, c'est le one size fits all? Est-ce qu'on va mettre tous les patients, on va leur proposer, vous voyez, sur la diapo, on peut imaginer que ces différentes espèces animales peuvent pas tous rentrer dans une taille unique, et il faut probablement évoluer vers une médecine avec, de par la complexité de cette maladie qui implique plusieurs composantes qui interagissent de manière dynamique, et elle est aussi hétérogène par ces composantes qui ne sont pas toutes présentes chez tous les patients, ni constantes chez un même patient dans le temps. Donc, on voit bien, et on a commencé déjà à parler il y a des phénotypes, les BPCO ne se comportent pas tous de la même façon, et cette complexité et cette variabilité justifient le recours à une médecine de précision. Ça ne sera pas la taille unique, mais ça sera du sur-mesure. On va au tailleur et on va essayer de prendre les mensurations, n'est-ce pas, c'est Ali par rapport à un, et on va faire du sur-mesure, et ça marchera peut-être mieux, on va se sentir mieux dans ces vêtements. Alors, la classification de la BPCO au fil des années a évolué à travers l'apparition de ce concept. Donc, on est passé du pink-pouffer au blue-bluter. Par la suite, il y a eu la classification et on traite en fonction de l'obstruction. Puis il y a eu la répartition, obstruction et les symptômes, et puis les exacerbations et les phénotypes exacerbateurs, et on commence à rentrer dans la médecine de précision. Les choses ont évolué entre 2000 et 2010, et là je fais allusion à l'étude Eclipse, cette étude observationnelle internationale menée sur 3 ans et qui a pu dégager des phénotypes de BPCO pour mieux caractériser l'hétérogénéité de cette maladie. Et on a pu commencer à parler de biomarqueurs et qui sont des paramètres génétiques pouvant prédire de la progression de la BPCO. On a eu donc les exacerbateurs fréquents, les marqueurs de l'inflammation qui ont été incriminés, les comorbidités, le déclin rapide de la capacité vitale et les symptômes. Donc on ne traite pas et on commence à rentrer dans la médecine de précision. Donc les résultats de cette étude Eclipse, là, les profils exacerbateurs, et quand on voit une population de BPCO, les 1679 patients BPCO, en fonction de leur nombre d'exacerbations en moutarde, moi je dirais, c'est ce que je suis en train de voir sur le diapo, c'est ceux qui ne font pas des exacerbations, en gris ceux qui font une exacerbation, et en rouge qui font plus que 2 exacerbations. On voit à travers les années
que les exacerbateurs, le phénotype, le prédictif de l'exacerbation, enfin les signes, c'est le fait d'avoir fait des exacerbations au préalable. Donc ce phénotype exacerbateur fréquent reste stable sur 3 ans et il est prévisible à partir du nombre d'événements traités précédemment. Donc la notion d'exacerbateur est rentrée dans la considération et c'est comme ça qu'en 2011, dans les guidelines, on voit apparaître pour la première fois l'intérêt porté à l'exacerbation dans la prise de la décision thérapeutique. Les Espagnols, dans leurs recommandations, d'ailleurs depuis 2012, ils sont allés plus vers le phénotypage et dans leur algorithme de prise en charge de la BPCO, ils tenaient compte non seulement du profil exacerbateur-non exacerbateur, mais aussi de l'overlap syndrome, le chevauchement, il y a ou il n'y a pas, et ils tiennent compte après en fonction donc ils vont avoir différents sous-groupes, bronchitique chronique ou emphysémateux, exacerbateur ou pas exacerbateur, et overlap syndrome ou pas, et on va avoir différents phénotypes qui vont avoir des traitements différents. Ce n'est plus la taille unique, mais on va un peu plus dans les phénotypes. 2017, on a revu, la classification a été redéfinie et le profil fonctionnel il rentre uniquement dans la définition et par la suite, c'est les exacerbations et les symptômes. Finalement, la BPCO, comme ça a été bien dit, c'est une maladie hétérogène. C'est une maladie hétérogène et où il y a une diversité de patients, il y a des ronds qui sont de différentes couleurs et chaque couleur, elle va définir, on va dire, un phénotype particulier et au sein même de la population, au sein même d'un seul patient, on peut avoir plusieurs traits et plusieurs caractéristiques qui peuvent coexister chez le même patient, ce qui a introduit la notion de traits traitables. Donc, les traits traitables, pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des stagnations cliniques dans les cohortes de patients BPCO, dans les essais thérapeutiques, parce qu'on mettait tout le monde dans le même sac. Et on n'avait pas des réponses en fonction du profil. Et parce qu'on reste toujours dans une situation où le contrôle des symptômes et la qualité de vie restent insuffisants dans la BPCO. Puis il y a eu le développement de biomarqueurs et on est en train d'évoluer comme dans l'asthme vers les biothérapies pour le traitement de la BPCO. Et puis il y a eu un ralentissement de l'innovation thérapeutique. Donc avoir des traits traitables peut constituer des voies thérapeutiques dans le futur pour la prise en charge de la BPCO. Alors ces traits traitables, quels sont qu'est-ce qu'ils doivent remplir comme conditions pour être considérés comme traits traitables dans la BPCO ? Il faut qu'ils soient cliniquement pertinents, ça c'est clair. Il y a des symptômes à l'état de santé, à des risques futurs. Il faut qu'ils soient identifiables et mesurables. Parce que si on va se baser sur ça, et puis avoir un traitement efficace et dirigé contre ces traits qui ont été identifiés. Alors, l'identification des traits traitables est un marqueur objectif qui peut être biologique, comme pour la biothérapie, peut être fonctionnel par rapport à l'obstruction sévère, à d'autres profils fonctionnels, ceux qui ont un déclin rapide, ceux qui ont un déclin moins rapide, d'imagerie, et donc ces éléments peuvent être intéressants dans la décision thérapeutique. Alors, le concept de réseau biologique, et on n'a pas cessé de parler depuis tout à l'heure, quand on voit un profil avec un patient avec un génotype connu, l'interaction avec l'environnement, cet interaction avec l'environnement qu'on appelle exposome, l'interaction exposome-génome va être à l'origine de l'apparition de certaines maladies. Donc cette interaction, l'exemple type, ceux qui ont un déclin, ceux qui n'arrivent pas à avoir une fonction respiratoire normale à l'âge adulte après la puberté, sont plus, même s'ils peuvent avoir un déclin qui est normal, lorsqu'ils sont exposés à des facteurs environnementaux, cette prédisposition peut favoriser l'évolution vers la BPCO. Donc cette interaction génome-exposome
va faire peut-être apparaître des maladies, notamment la BPCO, et les endotypes désignent le ou les voies cellulaires, moléculaires impliquées dans la pathogenèse de cette maladie, ce qui va aboutir à un phénotype clinique qui reflète ce qui peut être observé, c'est ce que donc les différents ronds tout à l'heure qu'on avait présentés, y compris les caractéristiques cliniques, fonctionnelles, d'imagerie, etc., et qu'on va parfois pouvoir identifier ou préjuger par des biomarqueurs, caractéristiques biologiques, fonctionnelles, parfois par l'imagerie, par l'épreuve fonctionnelle respiratoire, et qui sont essentiels pour une médecine de précision, ce qui va aboutir à des traits traitables. Donc on aura des objectifs thérapeutiques identifiés par un phénomène ou un endotype avec un biomarqueur validé. Donc la notion d'endotype, de phénotype et de cette réaction entre le génome et l'exposome va être à l'origine de maladies avec des phénotypes et avec des traits qu'on peut fixer dans les objectifs de prise en charge. Je vais passer rapidement sur l'évolution du concept de BPCO. Avant, en 1977, Fletcher, dans sa courbe par rapport à la BPCO, on voyait que des hommes fumeurs de plus de 40 ans qui vont avoir un déclin rapide de la fonction respiratoire et qui vont développer la BPCO. Non, il n'y a pas que ça. Actuellement, on le sait, ça a été bien présenté tout à l'heure par Sali. Il y a jusqu'à la puberté, il peut y avoir des enfants qui ne vont pas atteindre la normale en termes de performance respiratoire. Il va y avoir ceux qui ne vont pas atteindre la normale, mais ils peuvent avoir par la suite une possibilité de rattrapage, et il peut y avoir ceux qui vont atteindre la normale et ils vont chuter de manière accélérée, et ceux qui ne vont pas atteindre la normale et qui vont chuter normalement mais qui sont à risque de développer des BPCO. Donc ces profils, les identifier peut constituer une voie thérapeutique, et ce qui est en train de... Maintenant, c'est bien que les gens qui n'atteignent pas le niveau de VMS à l'âge adulte normal sont plus à risque d'hospitalisation et plus à risque de mortalité par maladie cardio-respiratoire. Alors, l'émergence de nouveaux concepts, je passe, lire les COPD précoces, les COPD légers, les COPD chez le jeune, les pré-COPD, donc ceux qui pré-COPD, bon maintenant de plus en plus on en parle. Le pourquoi? Nous avons actuellement des malades qui ont de l'emphysème, qui fument, qui toussent et qui sont dyspnéiques, mais leur exploration fonctionnelle respiratoire est normale. On sait que ces gens-là sont à risque de développer plus de BPCO, et puis le prisme dont on a parlé tout à l'heure. Tout ça pour dire que finalement, même dans la conception de la BPCO, les choses sont en train d'évoluer beaucoup. Par rapport à l'ATS et ce qui a été dit, ça c'est une étude qui a été publiée dans le journal JAMA et qui a été reprise en communication à l'ATS. Là, je pense que Salih a fait tout à l'heure allusion à cette communication à l'ATS en 2025, où on a essayé de voir deux cohortes, une cohorte américaine et une cohorte canadienne, avec des BPCO définis par le rapport VMS sur capacité vitale. Ils ont essayé d'appliquer de nouveaux critères. C'est quoi les nouveaux critères? Ils ont appliqué, critère majeur, c'est le fait d'avoir une obstruction. Critère mineur, emphysème ou DDB. Et critère minime, dyspnée, qualité de vie et la bronchite chronique. Et ils ont considéré comme BPCO ceux qui avaient un critère majeur et un critère mineur, ou 3 critères mineurs, ou 2 critères mineurs radiologiques. Et ils ont apporté des corrections par rapport à ces populations. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé 15% de plus de BPCO en appliquant cette définition, et ils ont trouvé 6% de moins de BPCO en appliquant cette définition. Et quand ils comparent le nouveau groupe BPCO par rapport au non-BPCO par cette nouvelle définition, il y avait des différences significatives en termes de mortalité, de VMS, de déclin. Donc finalement, ce sont des malades qui ont été ressortis de la définition classique, et ils ont un pronostic qui est différent. Ils justifient donc d'une prise en charge rapprochée. L'éthiotype, les profils
de patients qui ont génétiquement un déficit en alpha-1 antitrypsine ou qui sont exposés ou qui ont eu des retards de croissance au départ ou un retard de croissance ou des hypotrophies fétales sont tous pourvoyeurs de BPCO et ils n'ont pas le même profil évolutif que le BPCO post-tabagique. Et puis, ces dernières années, 2015 à 2024, la montée en puissance des biomarqueurs. Et les biomarqueurs, donc, c'était à partir des avancées dans l'analyse de l'inflammation de type TH2 qu'on a eu donc l'occasion de voir au cours de ces dernières années pour l'asthme. Elle se développe aussi pour la BPCO. La BPCO avec ses deux voies, la voie inflammatoire à eosinophile et la voie à polynucléaire neutrophile, avec une mobilisation de cellules et des médiateurs qui sont différents. On a la voie inflammatoire où c'est centré sur les eosinophiles, sur les cellules ILC2 et sur les cellules lymphocytes, les TH2, avec les interleukines qui en découlent, et puis la voie des polynucléaires neutrophiles qui est centrée sur le neutrophile, le macrophage et le TH1, TH7. On voit des médiateurs qui sont différents, des facteurs de déclenchement qui sont différents et donc une prise en charge qui peut être différente. Peut-être c'est l'avenir, c'est les biothérapies dans la prise en charge de l'asthme. Alors actuellement, on sait que quand il y a de l'éosinophilie, et plus c'est élevé, quand c'est supérieur à 2% et c'est supérieur à 300 éosinophiles dans le sang, on sait qu'il y a plus d'exacerbation, il y a plus de réponse aux corticoïdes inhalés, moins d'exacerbation comparé au bêta-2. Il y a un meilleur VMS quand on les met sous bêta-2 et corticoïdes inhalés et il y a une meilleure qualité de vie. Ça a été prouvé et ce qui a amené dans les recommandations de Gold, on donne la trithérapie, on associe donc les corticoïdes inhalés à chaque fois que les éosinophiles sont supérieurs à 300. Et alors pour les biothérapies et qui constituent donc des cibles par rapport à ces nouveaux traits, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Le mépolizumab, l'anti-IL5 ont été essayés, ça diminue les exacerbations, ça augmente le délai de première exacerbation. Dans cette étude, ça diminue le risque d'exacerbation. Les anti-IL5, il n'y a pas eu une réduction, la réduction est non significative du taux d'exacerbation annuel. Pour le dupilumab, l'anti-récepteur IL4, des interleukines 4, a diminué le risque d'exacerbation et a diminué le VMS. Actuellement, il y figure dans les recommandations en Gold de 2025. Et puis, les autres voies où actuellement, on n'a pas des études qui ont montré des différences significatives, mais il y aura certainement des essais qui sont en cours par rapport à ces différents médiateurs qui sont soit la voie des éosinophiles, soit la voie des polynucléaires. Je passe. Alors, par rapport, donc là, c'est l'utilisation du dupilumab chez les patients qui présentent un profil TH2 à éosinophile. Alors, l'inflammation systémique aussi, on a été incriminé et on sait que chez les BPCO, le réseau inflammatoire est plus développé. Ça, c'est des présentations où on voit l'importance du cercle. Elle nous donne une idée sur la prévalence de la présence de globules blancs ou en bleu des interleukines de fibrinogènes ou en mauve de l'interleukine. Et on voit avec l'inflammation, chez les BPCO, ces phénomènes inflammatoires sont beaucoup plus fréquents. Le microbiome a été aussi incriminé dans ce profil et on sait qu'actuellement, on a la colonisation bactérienne chronique. Elle est associée à un déclin accéléré de la fonction pulmonaire et des exacerbations plus fréquentes. Et donc ça, c'est des traits à rechercher aussi. Et on sait que les macrolides sont proposés pour les patients qui présentent un profil non éosinophilique et on peut les associer au traitement bronchodilatateur pour cette population précise. L'emphysème aussi, l'emphysème avec la chirurgie de réduction de l'emphysème et les valves, ce sont des traits particuliers et grâce à l'apport de l'imagerie thoracique,
actuellement, ça constitue aussi des traits traitables et qui peuvent bénéficier de traitements spécifiques. Je ne m'attarderai pas encore sur les comorbidités pour dire que c'est très important. Et là, j'aime bien cette représentation du comorbidum. Qu'est-ce qu'on a représenté? On a représenté les principales manifestations les comorbidités qui sont associées à la BPCO, et on a représenté le cercle désigne l'importance, la prévalence, et plus ça se rapproche du centre, plus c'est incriminé dans la mortalité, et on voit par exemple les maladies coronariennes qui sont fréquentes, et l'hypertension, elle est fréquente chez ces patients et elle peut s'associer à un risque de mortalité élevé. Les comorbidités pulmonaires, fibrose, cancer sont aussi associées à un risque de mortalité. Les comorbidités psychiatriques, l'anxiété, le reflux, le SAS ont été tous associés, et prendre en charge ces patients doit tenir compte de ces traits et proposer des traitements adaptés à ces profils de patients. Je termine par cet algorithme. C'est une approche d'une équipe donc portugaise par rapport à un traitement suivant les traits traitables. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les patients BPCO et ils ont fait une approche à deux niveaux. Une approche de médecine de première ligne et une approche de médecine hospitalière et de deuxième ligne. La première approche, si les traits traitables sont limités, comme ça on essaye de les voir lesquels, et en milieu hospitalier où les malades, lorsqu'ils sont sévères ou lorsqu'ils sont vus par les spécialistes, l'approche est plus large. Ça donne quoi? Ça donne en fait, quand on a un patient donc BPCO, quand il arrive en médecine générale de première ligne et quand ce n'est pas une forme sévère ou une forme qui est associée dès le départ, là on peut les basculer vers le deuxième niveau, on va se contenter à rechercher les traits de façon limitée. On va rechercher s'ils ont une limitation du débit, s'ils ont une intolérance à l'effort, s'ils ont une bronchite chronique, s'ils ont une inflammation à eosinophile, et puis s'ils ont un déficit en alpha-antitrypsine. Et on va adapter le traitement à ce profil-là. Pour les patients en déficit alpha-antitrypsine, on va les basculer en deuxième ligne. Maintenant, les malades qui sont sévères ou les malades qui ne sont pas BPCO, qui ne sont pas améliorés après cette approche focalisée, moi je dirais, où on ne cherche pas beaucoup de traits. Bon, c'est une question aussi de moyens qu'on se met pour détecter ce profil et ces traits. Lorsqu'il passe en deuxième ligne, la liste est beaucoup plus grande des traits traitables qu'on va chercher. On va chercher bien sûr la bronchite chronique, l'insuffisance respiratoire, l'hypoxie, l'hypercapnie, l'infection, l'inflammation eosinophile, l'emphysème, l'hyperinflation pulmonaire, l'hypertension, le déficit en alpha-antitrypsine. Donc on va faire un panel, moi je dirais, de traits. Et on va donner, on va chercher les comorbidités, parce que ça tient compte, et on va par la suite proposer un traitement qui va être adapté à ces différents traits. Donc, ce qui donne l'approche future, moi je dirais, ça ne sera pas une obstruction et une exploration fonctionnelle respiratoire, et on va mettre tous les patients dans le même sac. Ça sera des objectifs thérapeutiques, des traits à rechercher. Ça va de l'inflammation T2, l'inflammation T1, la bronchite chronique, la limitation à l'effort, le tabac, les comorbidités, les adhérences au traitement, le comportement du patient, et on va définir donc un certain nombre de phénotypes, et le traitement va être un traitement à la carte. Je dirais que la BPCO est un continuum de maladies avec des mécanismes biologiques, endotypes, et des phénotypes cliniques variés. La médecine de précision vise un traitement individualisé selon ses caractéristiques. À l'ère post-génomique, on reclassera les malades de la molécule aux symptômes, endotype vers phénotype. Ça ne sera plus l'approche oslérienne classique où on part de la maladie et on essaye de rechercher des traits. L'objectif est d'optimiser les résultats cliniques et de minimiser les effets secondaires inutiles quand on fait un traitement global sans tenir compte des traits. Et je vous remercie.
Merci beaucoup, professeur Louzir, pour cette présentation très claire. La parole est à la salle. On se permet peut-être 2 questions pour ne pas être plus en retard. Oui, docteur Suissi. Merci Béchir pour cette excellente conférence. Je trouve que tous ces traits existent déjà dans l'ancien Gold, mais ils sont en deuxième position par rapport à la conduite du traitement qui est recommandée. En fait, peut-être c'est une façon pour pouvoir mettre ces traits de façon systématique pour que tout le monde les voit, pour les mettre en premier plan, en fait. Au lieu de traiter la BPCO et s'occuper du reste, on commence par les traits, puis par la suite, on traite la BPCO. Et puis, autre chose, il y a un trait traitable plus important, c'est le tabagisme, en fait. Je trouve que c'est vraiment le trait à traiter en priorité. Ah, c'est sûr. Donc là, le tabagisme, c'est le premier volet dans le traitement. Donc d'ailleurs, actuellement, dans les traits traitables, on individualise les étiologies en quelque sorte. Tout à l'heure, Agnès parlait de la tuberculose, qu'on a même rentré dans le cadre des étiologies, les infections. Il y a le tabac, l'exposition aux fumées domestiques, la biomasse. Donc individualiser les traits finalement pour proposer. Entre autres, le trait traitable tousseur, bronchite chronique post-tabagique, la première action à faire, c'est d'arrêter de tabac. Bien sûr, pour un enfant qui a eu un retard de croissance et qui va développer sa BPCE sans avoir jamais fumé, on ne va pas lui proposer d'arrêter de fumer alors qu'il ne fume pas. Donc d'où la notion de trait traitable, à mon avis, elle a toute sa place. Merci Béchir Berbi. Je voudrais tout d'abord faire une petite réflexion. Déjà, on parle de BPCO en évoquant déjà toute sa complexité dans la compréhension, dans la définition. Et en tant que praticien, on s'intéresse aussi au traitement. Traiter un malade qui a une BPCO, c'est quand même un petit peu problématique. Si le traitement va se limiter juste au LABA, LAMA et tous ces acronymes, ça reste quand même assez insuffisant. Et voilà qu'aujourd'hui, à chaque fois, on sort de nouveaux concepts. Les anglo-saxons sont très, très forts. Treatable traits. On parle de traits traitables, comme si dans la BPCO, il y avait des traits qu'il ne fallait pas traiter. Alors que le problème est là. C'est une maladie où il y a des traitements. On a commencé par parler du traitement personnalisé. Sincèrement, je ne sais pas ce que apporterait de plus ce nouveau concept de trait traitable, alors que c'est un traitement qui doit être personnalisé et qui tiendra bien sûr compte des phénotypes, des endotypes. Toutes les BPCO ne sont pas les mêmes. Il va falloir penser, et je pense que c'est aussi un appel que je voudrais lancer, parce que très très souvent, traiter un malade BPCO risque de se limiter à une ordonnance où on ne voit que des médicaments, des bronchodilatateurs, peut-être des corticoïdes, alors que tout le reste est aussi important, pour ne pas dire encore plus important, en pensant au traitement non pharmacologique. Qu'est-ce qu'on pourrait offrir à un BPCO qui a un emphysème où tout le poumon est détruit? Peut-être de mieux, ce serait une transplantation pulmonaire, chose qu'on n'arrive pas à lui proposer, par exemple, actuellement. Une BPCO avec de la destruction qu'on voit sur un scanner, qu'on va pouvoir mesurer aussi, c'est aussi un phénotype sur lequel il va falloir aussi agir. C'est juste une réflexion, Béchir, parce que à chaque fois, on nous sort et là, j'ai remarqué que ça y est, tout le monde parle de traits. C'est un checklist qu'il va falloir dresser, et on sait l'importance d'un traitement personnalisé, que ce soit pour l'asthme, pour la BPC aussi. On en parle, le concept depuis 2016, le concept de trait traitable. Maintenant, actuellement, quand on voit les recommandations, ne serait-ce que les recommandations Gold, qui sont, à mon avis, un peu en retard par rapport à cette approche très traitable. Mais déjà, quand on fait
un bilan étiologique d'une BPCO. Avant, le BPCO, pour nous, c'est l'homme de la cinquantaine tabagique, il a une BPCO. Et on laissait de côté tous les autres. Maintenant, il y a l'obligation, moi je dirais, de faire au moins un dosage de l'alpha-antitrypsine au moins une fois. Il y a l'obligation de faire le scanner. Donc il y a l'NFS, les eosinophiles, après les expositions recherchées. Et puis maintenant, certainement, on va venir à quel bilan minimum. Parce que aussi, c'est beau de demander des examens à la recherche de ces traits traitables, ça a un coût. Ça a un coût et quelles conséquences? Il faut que ça soit avec des portées thérapeutiques. Voilà un peu, c'est la nouvelle approche, moi je dirais, la BPCO. Ce n'est pas un rapport de Tifno ABC et un traitement en fonction de cette EFR. De toutes les façons, en fin de compte, étant donné que c'est une maladie où on a des lésions qui ne sont pas réversibles, bon, je pense que de toutes les façons, on ne pourra pas traiter d'une manière efficace. Finalement, ce n'est pas comme dans l'asthme. On est plus dans une... C'est une maladie qui s'approche à la limite de la fibrose, finalement. Si on est dans un profil overlap syndrome, on va se rapprocher un peu plus vers l'asthme. S'il est périsinophilique, on va un peu plus vers les biothérapies. S'il est emphysémateux, on va pencher plus vers la chirurgie quand il y a des bulles, ou peut-être l'endoscopie. Enfin, c'est les traits. C'est pour cette raison que finalement, les traits qu'on peut finalement traiter, c'est le déficit en alpha-antitrypsine. On n'en voit pas des tas, c'est un pourcentage très faible. Même les BPCO avec une inflammation à éosinophile. Maintenant, on est en train d'utiliser les différents médicaments, les biothérapies, et on est en train de voir que ça ne donne pas de bons résultats. C'est des résultats qui sont minimes. C'est-à-dire qu'en fin de compte, même ces traits qu'on est en train de chercher, ils ne sont pas très fréquents en fait en pourcentage, mais la grande majorité de ces malades, finalement, on ne peut leur proposer que les bronchodilatateurs avec un résultat très finalement partiel. C'est comme ça, on doit admettre en fait, c'est une réalité. Et c'est pour cette raison qu'actuellement, il y a il y a actuellement des organismes qui sont en train de se constituer, parce qu'on considère que finalement la BPCO, on n'est pas en train de faire assez pour la prendre en charge. Parce que finalement, on n'a pas beaucoup de connaissances sur la BPCO. Et moi, je pense que l'intérêt de cette discussion, c'est finalement essayer d'ouvrir, en fin de compte, éventuellement, on va dire, de nouvelles perspectives et des idées qui peuvent, à la limite, à long terme, nous donner vraiment un traitement qui peut être plus efficace. Ça sera le fruit de la recherche dans la BPCO. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va remercier. Si, la dernière peut-être, parce que on a un tout petit peu de retard. Oui, bonjour. Donc j'ai écouté pas mal la présentation de Ali, comme quoi le VMS on perd plutôt dans les stades précoces. Nous savons que nous ne sommes pas très efficaces en termes thérapeutiques. Sharfi vient de le rappeler. Est-ce que ça ne voudrait pas dire qu'il faudrait que ce soit peut-être plus agressif dans les stades précoces et peut-être traiter même les pré-BPCO? Je m'explique, les pré-BPCO, on va le trouver, c'est des symptômes. On va faire un scanner thoracique, on va trouver des branches épaisses, on va trouver de la distension thoracique et peut-être du piégeage. Et donc, à ce niveau-là, on est dans le stade inflammatoire. Est-ce que ce n'est pas à ce niveau-là qu'il faudrait donner un traitement corticoïde et éventuellement associé à une ABA et LAMA, comme on traiterait un stade E, au lieu de le réserver uniquement pour la classe E? Est-ce qu'il ne faudrait pas être, bon, c'est une question un peu provocatrice, mais est-ce qu'il ne faudrait pas aller jusque-là pour pouvoir dire, eh ben là, je suis peut-être un peu plus efficace que ce que j'étais auparavant? Tout à fait. Si ces notions les concepts de pré-BPCO, de prisme, déjà actuellement, il y a eu des études, mais il faut attendre d'autres, qui n'ont pas apporté en termes de mortalité, en termes de réduction d'exacerbation, le fait de les traiter par rapport aux autres. Mais ce qui a été prouvé, ils font plus d'hospitalisation et ils font plus de mortalité par maladie cardio-respiratoire. C'est déjà un élément pour
j'oserais dire, probablement, il y aura des traitements pour ça. Et si j'ai rapporté exprès cette communication à l'ATS 2025, où ils n'ont pas utilisé la définition uniquement par l'obstruction. Ils ont utilisé le score radio, on les a appelés, et ils ont montré qu'il y avait une différence en termes de mortalité, en termes de déclin du VMS. En quelque sorte, c'est pour dire que c'est une population certainement à suivre de manière rapprochée, et c'est une population de gens pathologiques. C'est pas BPCO, c'est PRISM, c'est pré-BPCO. Peut-être qu'il y aura un autre concept, une autre maladie qui sera appelée. Ils vont bénéficier de traitements, certes, dans le futur. Et puis, s'il y a des choses à faire, à mon avis, c'est la réflexion par rapport aux trajectoires des courbes. C'est peut-être faire une spirométrie à toute personne à l'âge adulte, pour savoir si cette personne-là, elle a atteint le niveau normal, ou elle est en deçà de normal, et elle serait, dans ce cas-là, une personne à risque très très important de BPCO, notamment avec le contact, avec l'exposome, avec l'environnement, avec tout ce qu'il peut y avoir. Et on peut faire, dans ce cas-là, des actions préventives par rapport à cette population. Bien. Une question brève et une réponse brève. Je voulais juste revenir sur le phénotype overlap syndrome, c'est-à-dire asthme et le chevauchement, quelle est l'approche? Et la deuxième question, parce que c'est le Dupixent, actuellement qui a été validé en 2024 à la TTS de San Diego, ça a donné de très bons résultats. Est-ce qu'on demande systématiquement les taux d'éosinophile chez tous les patients présentant une BPCO? Première question. Rapidement, monsieur. La première question, c'était l'approche du phénotype overlap syndrome asthme et BPCO. Quelle est l'approche thérapeutique sur le problème? Approche thérapeutique. L'approche thérapeutique, elle est simple. Quand on est dans l'overlap syndrome, c'est les corticoïdes inhalés. Voilà. C'est-à-dire, il n'y a pas... Donc là, on est obligatoirement, il faut donner des corticoïdes inhalés. C'est la façon la plus simple de les traiter. Ce n'est pas comme la BPCO où on ne donne les corticoïdes inhalés quand on est en présence d'exacerbateurs fréquents avec un taux d'éosinophile élevé. Et la deuxième question? C'était, est-ce que chez tous les patients BPCO, on demande systématiquement le taux d'éosinophile ou non? Est-ce qu'il faut le faire systématiquement? Ouais. Je pense que c'est simple. Je pense que ça vaut la peine de le faire. À que cause ce du soit à Dupixent l'état qui stable ou en entraîne de très bons exacerbation. résultats. Et ça aide dans la décision thérapeutique. Pour les phénotypes hyper-éosinophiliques, c'est quelque chose d'important. Merci. Moi, je pense que tout a été dit, Béchir. D'accord. Parce que là, on est vraiment un petit peu bousculé par le temps. Merci beaucoup.